Please be seated. Veuillez vous asseoir. Nous allons continuer maintenant avec la déclaration de clôture du représentant légal du commun de victimes. Madame Massida, vous avez la parole. Je vous remercie, Madame la Présidente. Madame la Présidente, Madame et Monsieur les juges, Monsieur Laurent Gbagbo est soupçonné d'être coauteur indirect de 4 chefs de crimes contre l'humanité: meurtre, viol, persécution et autres actes inhumains commis pendant les violences post-électorales de 2010-2011. Le refus de M. Gbagbo de reconnaître la victoire électorale de son rival, Alassane Ouattara, et de quitter son poste après 10 ans au pouvoir, a plongé la Côte d'Ivoire dans une violente crise longue de 6 mois qui coûta la vie à près de 3000 personnes, indépendamment de leurs préférences politiques. Les victimes ont entendu la défense expliquer, je cite, « C'est le président Gbagbo qui a introduit le multipartisme en Côte d'Ivoire. Son engagement pour la démocratie, c'est l'engagement de toute une vie. » Au cours d'un meeting de jeunes au Palais de la Culture d'Abidjan, je cite, « Quand vous ne voulez pas qu'on dise son nom, je vous propose qu'on l'appelle le chef bandit. Et donc, quand je dirai chef bandit, vous saurez de qui nous parlons. » Elle ajoutait, « La vérité finit toujours par triompher. Et elle a encore triomphé. Le chef bandit n'a pas gagné les élections. » L'ancienne première dame continuait. « La nation, votre mère, vous appelle. Vous n'avez qu'une seule Côte d'Ivoire, et donc une seule mère. Aujourd'hui, le diable et ses acolytes la menacent. Vous devez la défendre contre celui qui veut la dénaturer et la prostituer par ses mensonges et son banditisme. Alassane Dramane Ouattara doit être renvoyé à Sindou, au Burkina, chez lui. » Madame la Présidente, Madame, Messieurs les juges, les éléments de preuve qui vous ont été soumis démontrent clairement que les événements s'inscrivent dans la volonté de M. Gbagbo de garder le pouvoir à tout prix, y compris avec l'usage de la force létale, et que les victimes étaient bel et bien des civils. Les victimes soutiennent, à l'instar de l'accusation, que les crimes reprochés à M. Gbagbo ont été perpétrés dans le cadre de la mise en œuvre d'un plan soigneusement organisé dont le but était le maintien au pouvoir du suspect à travers l'utilisation tant de moyens privés que publics. Toutes les victimes que je représente sont, je le répète, des civils, arrêtés alors qu'ils se rendaient à des marches pacifiques, parfois enlevés, torturés, détenus sans raison pendant des semaines dans des préfectures de police ou des centres de détention, violés ou dont les proches ont été tués lors d'attaques dirigées contre eux dans des lieux publics, des lieux de culte, dans leurs maisons et propriétés, persécutés à cause de leur nom de famille, de leur pays d'origine ou de leur quartier de résidence. Là encore, la défense a tenté de nous faire croire que M. Gbagbo n'avait aucune intention discriminatoire et que même au sein de son gouvernement, il y avait des membres d'ethnies différentes.
mon estimé confrère ivoirien nous a également expliqué qu'en Côte d'Ivoire, il n'y aurait pas de différence entre ressortissants du Sud, du Nord, de l'Est et de l'Ouest. C'est faux. Toutes les victimes que je représente relatent les événements en tant que commis pour cibler des ethnies spécifiques. Leurs agresseurs les ont bien identifiés en tant que supporters de Ouattara ou assimilés aux supporters de Ouattara, de par leur origine, ethnie, religion, endroit de résidence. Ou, en tout cas, de par la perception que leurs agresseurs avaient de leur origine, ethnie, religion. Contrairement à ce que semble penser la défense, certaines victimes que je représente connaissent bien l'identité de leurs agresseurs, puisque, comme je l'ai déjà dit dans mes déclarations liminaires, elles vivent dans les mêmes quartiers. Ce sont leurs voisins, leurs anciens camarades de classe. Dans ce contexte, il leur est difficilement supportable que la défense se déclare meurtrie face au récit d'un témoin victime de viol, non sans préciser que les viols sont des actes, je cite, révoltants, indignes, abominables, inqualifiables, et insistant sur le fait que malheureusement, les viols sont légion lors de troubles à l'ordre public, puisque ceux-ci créent, et je cite encore, un environnement criminogène, ou de citer un rapport d'un G, ce qui, j'insiste, ne peut pas faire l'accusation, pour relater le récit d'une victime de viol appartenant visiblement au clan pro-Ouattara. Les éléments de preuve présentés par l'accusation tout au long de cette audience montrent que le cible était choisi en raison d'origine, ethnie, religion. Ils montrent également qu'il y a des motifs substantiels de croire que M. Gbagbo a commis les crimes qui lui sont imputés. Contrairement à ce que la défense affirme, les éléments de preuve présentés par l'accusation démontrent clairement que les attaques étaient généralisées, récurrentes et systématiques. Je ne m'attarderai pas, Madame la Présidente, Madame et Monsieur le juge, sur les définitions juridiques et les interprétations jurisprudentielles des différents éléments des infractions qui seront amplement développés lors de nos soumissions écrites. Pour mes propos aujourd'hui, il suffit de rappeler, en ce qui concerne les attaques, qu'il s'agissait bien d'une campagne ou d'une opération dirigée contre la population civile au sens d'un comportement tel que visé par l'article 7.2a du statut. La population civile était bien la cible principale de l'attaque, menée en application ou dans la poursuite de la politique d'un État ayant pour but une telle attaque. On ne peut non plus nier que l'attaque était généralisée, commise sur une grande échelle et donc massive, fréquente, menée collectivement, d'une gravité considérable et dirigée contre un grand nombre de victimes. Or, les éléments de preuve de l'accusation ont démontré qu'il y a eu de nombreuses attaques contre des civils originaires du nord de la Côte d'Ivoire et des pays voisins de l'Afrique de l'Ouest. L'accusation elle-même a indiqué que les 4 épisodes retenus dans son document amendé de notification de charge ne représentent que des exemples et que le nombre de victimes retenues est estimé, je cite l'accusation encore cet après-midi, à la fourchette basse. Les descriptions des événements faites par les victimes corroborent les éléments de preuve présentés par l'accusation, et notamment ce qui se référait aux attaques récurrentes contre les mosquées, aux viols perpétrés souvent sous la menace d'une arme, en brutalisant, humiliant et dégradant les victimes, parfois devant des membres de leur famille laissés impuissants. Tels actes ont eu sur les victimes un impact et des conséquences
qui les touchent dans leur quotidien et à long terme. Ainsi, de nombreuses victimes souffrent encore d'humiliation et stigmatisation. Certains souffrent de blessures, de maladies consécutives au traitement inhumain qui leur ont été infligés dans des centres de détention ou même dans les rues où ils étaient en train de manifester pacifiquement. Madame la Présidente, Madame et Monsieur les juges, c'est bien la population civile qui était visée lors de ces attaques, non les rebelles. Il ne saurait en être autrement dans le cas d'attaques au mortier d'un quartier densément peuplé, d'un marché, dans le cas d'attaques de mosquées, de répression de manifestations pacifiques, auraient-elles été préalablement autorisées ou non. Il est difficilement tolérable pour les victimes d'entendre la défense expliquer que les événements dont elles ont souffert ne dépendraient que de, je cite, la criminalité ordinaire à Abidjan pendant la période post-électorale et, je cite encore, s'inscrivent dans le banditisme inhérent, malheureusement, à toute société dans le temps de trouble, ou pire, qu'elles n'ont même pas existé. En ce qui concerne la responsabilité du suspect et le mode de responsabilité envisagé, la responsabilité de M. Laurent Gbagbo est envisagée par l'accusation en tant que coperpétrateur, conformément à l'article 25.3a du statut de Rome, incluant des crimes perpétrés par des personnes qu'il a utilisées dans le cadre de plans communs élaborés afin de garder le pouvoir. La coperpétration, donc, comme une division fonctionnelle des tâches criminelles entre au moins deux perpétrateurs liés par un plan commun. L'existence d'un plan commun a été démontrée par l'accusation, qui a également expliqué que les forces pro-Gbagbo menaient des actions concertées et coordonnées, conscientes que la mise en œuvre du plan commun aboutirait à la commission des crimes. Les chambres de la Cour ont identifié 8 éléments définissant la portée de la responsabilité pénale individuelle sous forme de commission conjointe par intermédiaire d'une autre personne, en vertu de l'article 25.3a du statut de Rome. 1. Le suspect doit faire partie d'un plan commun ou d'un accord avec une ou plusieurs personnes. 2. Le suspect et les autres coauteurs doivent apporter une contribution essentielle et coordonnée aboutissant à la réalisation des éléments matériels du crime. 3. Le suspect doit avoir le contrôle sur l'organisation. 4. L'organisation doit bénéficier d'un appareil de pouvoir organisé et hiérarchique. 5. La commission d'un crime doit être assurée par l'obéissance automatique aux ordres donnés par le suspect. 6. Le suspect doit satisfaire aux éléments subjectifs des crimes. 7. Le suspect et les autres coauteurs doivent, de manière partagée, savoir et admettre que la réalisation des éléments objectifs des crimes résultera de la mise en œuvre de leur plan commun. Et 8. Le suspect et les autres coauteurs doivent connaître les circonstances de fait qui leur permettraient d'exercer conjointement un contrôle sur les crimes. Dans la présente affaire, le procureur a démontré inter alia que le suspect donnait parfois directement des ordres au général Mbia Bredou. Le suspect et son entourage immédiat donnaient des ordres à leurs subordonnés au sein des diverses unités de FDS et leurs ordres étaient exécutés de façon coordonnée. Le suspect donnait des instructions à Blé Goudé, ministre de la Jeunesse. Le suspect ordonnait au ministre de la Défense de recruter des soldats au sein de FDS avant et pendant les violences post-électorales. Le suspect ordonnait à ses subordonnés d'acheter des armes à l'étranger. Le suspect donnait des instructions au commandant dans le cadre des opérations. Et enfin,
il a ordonné à ses subordonnés de mettre en œuvre le plan commun. La théorie de la responsabilité pénale individuelle, telle qu'exposée par l'accusation, en vertu de l'article 25.3a du statut, et relative à la coperpétration, a été largement étayée. Les victimes soumettent qu'au égard au fait que les autres formes de la responsabilité pénale énoncées aux articles 25.3b, 25.3c, 25.3d et 28 du statut sont subsidiaires à celles énoncées à l'article 25.3a, elles ne sauraient être examinées que si la Chambre devait décider que le suspect ne saurait être considéré comme auteur principal du crime qui lui est imputé en qualité de coauteur. Enfin, quelques mots en ce qui concerne les préjudices subis par les victimes que je représente. Toutes les victimes